Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lean et améliorer vos performances, vous présente le Tout Éco. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Tout Éco, le magazine économique grand format de Télé Nantes en partenariat avec Audencia, l'école de management de Nantes. Vous le savez, chaque mois dans cette émission, nous explorons les grands mouvements de fond qui agitent nos entreprises, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera demain. En quelque sorte, dans cette émission, on essaye de prendre de la hauteur et ça tombe bien puisque pour ce numéro de rentrée, nous sommes installés au 32e étage de la Tour Bretagne, confortablement installés ici au bar du Nid, avec à nos côtés la Cigogne, mais avec aussi cette superbe vue sur la ville de Nantes. Merci d'ailleurs à la direction du Nid de nous accueillir pour ce premier Tout Éco de la saison. Un Tout Éco un peu spécial, on est moins nombreux que d'habitude sur ce plateau. Un seul invité pour cette reprise. On a décidé en effet de prendre le temps de l'entretien avec un grand patron de l'Ouest. Et ce grand patron, c'est vous, Bruno Hugues de la Rose. Bonjour. Bonjour Yannick Lévy. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. On prend de la hauteur, comme vous dites. Voilà, exactement. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le PDG du groupe IDEA, un des leaders français de la logistique industrielle, un groupe que vous dirigez depuis près de 20 ans maintenant, né en 1919, ce groupe à Saint-Nazaire, et qui s'est appelé jusqu'en 2012, je crois, MTTM. IDEA, c'est plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1000 collaborateurs, 35 sites en France. Le siège est à Montoire de Bretagne. Alors, parmi vos principaux clients illustres, Airbus, STX, Manitou, General Electric, Saint-Gobain, Man Diesel, et bien d'autres. Vous les aidez à acheminer leurs marchandises et leurs produits en toute sécurité. Mais pour mieux comprendre votre activité, on peut peut-être s'appuyer sur des images de graines de colza qu'on a tournées il y a quelques temps de cela, des graines de colza que vous stockez avant de les transporter pour le compte de Cargill, la multinationale de l'agroalimentaire, qui est un aussi de vos clients. Vous disposez, on le voit sur ces images, de moyens énormes. Alors effectivement, enfin de moyens énormes, je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes opérateurs portuaires d'origine, et les opérations portuaires de vrac sont des moyens qui demandent une chose considérable. Une benne d'une grue charge à chaque fois l'équivalent d'un semi-remorque. Et donc ces investissements énormes doivent être mutualisés. D'autre côté, on demande de l'agilité, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de savoir évoluer. Mais pour qu'on comprenne bien, vous assurez le suivi de toute la chaîne de transport de la marchandise, une fois qu'elle arrive ici dans le port de Nantes-Saint-Nazaire, jusqu'à sa destination, l'entreprise cliente. Alors tout dépend des clients, bien sûr, mais bien évidemment, ce qu'on essaye de faire, c'est de mutualiser des installations de déchargement, des camions, des trains dont nous disposons également, qui permettent d'acheminer la marchandise. Par ailleurs, certains clients nous demandent d'aller beaucoup plus loin que ça, de faire de l'achat. On achète par exemple de la tourbe en partenariat en Estonie, ou bien de faire de la livraison directement dans les usines. Ça dépend vraiment des clients. En fait, l'enjeu principal des clients, quel est-il ? Un client qui intervient, vous citez nos grands clients, qui sont des clients avec des terrains de jeu mondiaux. L'enjeu principal, c'est d'accéder à leur marché, quel que soit le lieu de production. Et ces lieux de production sont appelés à varier selon la nature des produits, selon l'histoire qu'ils ont pu avoir. Et ces lieux de consommation sont également appelés à varier. Donc nous devons en permanence nous adapter en investissant dans des moyens qui vont permettre d'être évolutifs. Et ces métiers de la logistique, c'est des métiers qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'avoir ? Alors si, ils sont tout à fait capables, ils sont bien plus capables que nous d'avoir ces métiers-là. Non, la seule chose, c'est que généralement, quand ils nous confient et considèrent que globalement, c'est notre cœur de métier, qu'on va pouvoir mutualiser nos investissements sur plusieurs actions, et donc nous serons moins chers in fine que s'ils les avaient en propre. C'est la première raison. La deuxième raison, et ça c'est très intéressant, c'est qu'on arrive depuis quelques années, mais on va en parler tout à l'heure, à travailler en amont des projets. Et le fait de pouvoir partager les investissements à l'origine fait que des projets peuvent venir s'installer en France alors qu'initialement ils ne pouvaient pas le faire parce que ça représentait trop d'investissements par rapport au retour sur le marché qu'ils pouvaient avoir. Alors pour être compétitif, chez le groupe IDEA, vous avez engagé ces dernières années un gros plan d'investissement, plus de 100 millions d'euros, c'est ça, en 10 ans, de 2006 à 2016, ça va bientôt se terminer. Où avez-vous trouvé l'argent ? Alors, la première chose, c'est que le groupe IDEA, vous l'avez évoqué, est né en 1919, et la première chose, c'est que c'est une SCOP. C'est une coopérative. Donc, effectivement, nous sommes avec des valeurs d'entrepreneuriat dans la durée,
Et le groupe est incessible. Et l'argent qui a été gagné au fur et à mesure des années, petit à petit, un peu comme un ruisseau, a constitué une rivière capable de nourrir cet investissement. C'est le trésor de guerre. Trésor de guerre, le mot trésor de guerre est mauvais parce qu'on a l'impression qu'on l'utilise pas. Non, non, c'est une capacité à investir. Et évidemment, cette capacité à investir a besoin d'effets de levier auprès des banques. Nous avons des partenaires bancaires. Et la particularité d'IDEA, c'est qu'on s'engage sur le capitalisme patient. On fait des plans d'investissement sur 5 à 10 ans, selon les options. Sur le portuaire, c'est même du 20 ans. Et aujourd'hui, tous ces investissements ont été réalisés? Alors, une grande partie de ces investissements sont réalisés, d'autres sont en cours. Ce qui est très intéressant, c'est l'évolution de la nature de ces investissements. Il y a quelques années, nous investissions dans des grues, des camions, des usines, des entrepôts. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le software. On travaille sur des drones, des exosquelettes, des choses qui sont en train d'accompagner cette mutation extraordinaire de l'industrie française. On y reviendra, oui, et on y reviendra tout à l'heure. Mmh. Et effectivement, la nature de l'investissement, du coup, est un peu différente parce que c'est un investissement qui doit être beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible et s'adapter à chaque client. En tout cas, vous concevez que vous avez une chance là de pouvoir investir, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises en France aujourd'hui. Vous, la crise, vous ne l'avez pas connue? Alors, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'on a une chance, oui et non. C'est-à-dire qu'on a aussi accepté, dans la nature coopérative de notre entreprise, d'épargner un certain nombre d'actifs et de rentabilités que nous avions, au lieu de les dépenser en dividendes pour les actionnaires uniquement. Donc je le dis quand même, parce qu'il y a quand même un choix stratégique de l'entreprise. Cela étant, vous avez raison, ça nous donne une indépendance aujourd'hui, grâce à la confiance de clients. Nous avons une culture où nous n'aimons pas perdre d'argent, c'est très clair. Mais ce n'est pas pour, j'allais dire, servir des dividendes monstrueux, c'est beaucoup plus pour pouvoir investir demain. Alors, un mot de votre parcours, Bruno Hugues de la Rose, à présent. Vous avez 55 ans, vous êtes diplômé de l'EM Lyon, une grande école de management et de commerce. Vous avez fait une partie de votre carrière dans le secteur automobile, chez Ford France. À quel poste précisément? Alors, je me suis occupé tour à tour de contrôle de gestion du personnel. J'étais directeur du personnel de Ford France il y a quelques années, et puis ensuite de marketing et de communication et d'organisation à Ford Europe à Londres. Et ça vous a conduit effectivement à Nantes en 1991. Comment ça s'est passé, cette arrivée sur Nantes? Alors effectivement, en 1991, Alain Mustière prenait la présidence de la Chambre de commerce de Nantes. Alain Mustière, vous le savez, concessionnaire Ford, donc on avait appris à se connaître. Ouais. Et il y avait un projet extraordinaire. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'Alain Mustière est peut-être plus connu aujourd'hui comme le président des Ailes pour l'Ouest. Oui, mais l'association oui, tout à fait, favorable au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. C'est vrai, mais j'aimerais souligner que c'est avant tout un homme qui a construit une métropole européenne pour l'Ouest en partenariat avec les grands élus locaux de l'époque, d'ailleurs, les deux maires, Joël Batteux et Jean-Marc Ayrault à l'époque, mais surtout avec l'ensemble du tissu économique. Et c'est une particularité de l'Ouest qu'il faut souligner, cette capacité à travailler ensemble entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques. C'est typiquement la nature de ce qui est fait aujourd'hui le développement de nos entreprises dans l'Ouest. Vous dites à l'époque, au début des années 90, il y avait une atmosphère d'ébullition à Nantes. Oui, tout à fait. Vous vous souvenez peut-être, mais vous savez qu'après la fin de Creusot-Loire, la fin du Bijon à Nantes, au milieu de la ville de Nantes, il y avait cette espèce de friche qui est en train de se créer. Et il y a un certain nombre d'acteurs économiques, plus jeunes que les autres chefs d'entreprise des autres villes françaises, qui se sont dit, mais attendez, si on ne crée pas une métropole européenne pour l'Ouest digne de ce nom, notre territoire ne sera plus irrigué. Nous n'aurons plus de dispositifs de formation, de grandes écoles, d'universités dignes de ce nom. Nous n'aurons pas de capacité de recherche. Nous n'aurons pas les sous-traitants dignes de ce nom. Et donc, pour ça, il faut absolument faire deux choses. Un, se créer des infrastructures de connexion. Je vous rappelle qu'entre 88, je crois que les gens l'oublient, mais entre 89 même, 88-89 et 92, c'est à la fois le TGV, le doublement de l'aéroport, le périphérique, l'accès sur Paris en autoroute, la Nantes-Rennes, la Cité des Congrès. Tout ça en un temps absolument record, sans compter le tramway. Et on l'oublie, on en bénéficie aujourd'hui. Mais il y a eu des volontés fortes des tissus économiques de le payer, les taxes transport à l'époque. Et quand on parle de pacte de responsabilité, demain, on en reparlera sans doute tout à l'heure, à l'époque, il y a eu vraiment une initiative absolument incroyable. Incroyable. Au-delà des clivages politiques. Complètement au-delà des clivages politiques, et je pense que c'est une particularité de la région d'ailleurs. Et là, vous étiez à cette époque, donc là, présent pour vivre et pour participer à cette effervescence, en quelque sorte. En quelque sorte, j'étais la petite main étrangère, puisque je n'étais ni nantais ni nazérien, parce que bien sûr, tout ceci s'est fait en donnant un lien très profond entre Nantes et Saint-Nazaire. Et c'est ce lien profond qui a permis de créer ces écoles, de créer demain l'IRT, enfin, de créer l'IRT entre-temps, de créer cette dynamique territoriale. L'IRT Jules Verne. Et moi, oui, l'IRT Jules Verne. Et moi, j'insiste un peu là-dessus parce que quand le Dubigeon a été transféré sur Saint-Nazaire, on aurait pu avoir une opposition farouche entre Nantais et Nazériens. Et à l'époque, aussi bien les dirigeants que les syndicats ont dit si on veut continuer à exister sur l'échéancier mondial, sur l'échiquier mondial,
et Dieu merci, aujourd'hui, nous y sommes toujours grâce à STX Saint-Nazaire, eh bien, il faut qu'on sache se remettre en question. Alors, de l'effervescence, de l'agitation, il y en a aussi aujourd'hui dans le monde économique nantais. La preuve avec ces quelques actualités économiques de l'été que nous avons choisies. On en reparle avec notre invité juste après. Les auto-écoles mobilisées cette semaine dans les rues de Nantes. Elles protestent contre l'arrivée des écoles de conduite sur Internet. Leur cible s'appelle Ornicar. La start-up nantaise met directement en relation élèves et moniteurs de conduite. Elle prétend respecter la loi Macron qui libéralise le secteur. Aujourd'hui, un permis de conduire, ça coûte 1 600 €. Et nous, notre ambition, c'est de diviser par 2. Grâce au numérique, on peut le faire, puisqu'on fait des économies, notamment en n'ayant pas de local, en faisant des économies d'échelle, et en étant une sorte de coopérative pour tous ces enseignants, en pouvant négocier le tarif des voitures double commande, les assurances, etc. Et c'est là-dessus qu'on fait la différence. Donc, en fait, on respecte la loi, rien que la loi, et la loi, quoi. 10 millions d'euros pour Lengo, une levée de fonds exceptionnelle dévoilée début septembre. La start-up nantaise, cofondée par Michael Froger il y a 6 ans, est devenue un partenaire incontournable des principaux commerçants du web en France, comme la Fnac ou Decathlon. La PME de 110 personnes veut maintenant grandir à l'international en ouvrant des bureaux en Angleterre et en Allemagne et doubler ses effectifs d'ici fin 2016. C'est un projet vieux de 8 ans, enfin opérationnel. Le projet SEMREV, porté notamment par l'École centrale de Nantes. Un site d'1 km² connecté au réseau électrique au large du Croisic, où les industriels vont pouvoir tester en conditions réelles leurs installations utilisant les énergies marines renouvelables. Premiers essais d'ici 1 an avec une éolienne flottante de 2 MW. Une victoire pour les partisans d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le 17 juillet dernier, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les 17 recours des opposants au projet. La messe est dite. Maintenant, il ne reste qu'une chose, c'est de dire on continue à faire les travaux, les procédures continuent. Et donc il faut que le droit reste à la loi, que la loi prime avant toute autre chose sur le terrain, que les zadistes soient évacués. Les opposants restent déterminés et ont fait appel. De son côté, le Premier ministre Manuel Valls estime que cette décision judiciaire doit entraîner la reprise des travaux, mais aucune date n'a été précisée. Retour sur le plateau de Tout Éco, ici au nid, au 32e étage de la Tour Bretagne, avec notre invité Bruno Hugues Delarose, PDG du groupe IDEA, également président de la Chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire. Et à ce titre, vous avez pris largement position en faveur de ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que vous pensez que ça va se faire? Plus que jamais. J'insiste un peu sur le sujet. Je suis également président de West Logistique. Qu'est-ce qui vous dit que ça va se faire? Je vais vous répondre, mais ce n'est pas que l'aéroport, c'est toutes les infrastructures nécessaires à Grand Ouest. Et c'est aussi vrai pour le port, c'est aussi vrai pour les trains, le contournement sud ferroviaire. Sur l'aéroport, on ne peut pas construire une métropole européenne pour l'Ouest, une région qui doit briller pour l'Ouest. Je vous rappelle qu'avec les grandes régions françaises, la région Pays de Loire va être plus petite, on va devenir 8e région française, si on n'a pas de quoi permettre la mobilité des gens. C'est un projet décisif pour vous? Il est absolument décisif parce que vous donnez un signe très très fort. Vous dites, le territoire est capable de muter, très important, et de rationaliser. Tout le monde, on est sur le nid aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il vaut mieux quand même que les avions, pour l'extension de l'aéroport, ne passent pas au-dessus de Nantes et permettent une densification de la métropole nantaise. Tout le monde est d'accord pour ça. Ça coûte beaucoup moins cher en impôts, ne serait-ce que pour les équipements gérés. On ne va pas refaire le débat sur les arguments du projet. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que ce projet va se faire? Je ne suis pas Premier ministre de la France, donc, mais moi je crois à la parole de Manuel Valls sur le sujet, d'autant plus qu'elle corrobore tout ce qui a été dit par les présidents successifs, depuis 3 présidents de la République et 5 premiers ministres quand même. Donc, soit la France, effectivement, a une parole avec un engagement qui vaut, lorsque sa parole est donnée au plus haut sommet de l'État, et qu'elle respecte le droit français et européen, soit elle ne l'a pas, et ça serait très, très grave. Oui, vous seriez quoi, déçu, en colère, c'est pas déçu, ulcéré? Je serais ulcéré, je serais effondré, parce que vous ne pouvez pas demander aux gens d'accepter la démocratie si les règles de la démocratie sont bafouées. Ce n'est pas possible. Encore une fois, tous les respects des procédures en cours a été acté par chacun. Comment expliquez-vous que ce projet, qui est vieux de 40 ans, qui a été relancé au début des années 2000 par Lionel Jospin,
On est en 2015 aujourd'hui, il y a toujours des résistances. Pourquoi les partisans comme vous n'avaient pas réussi à convaincre l'opinion publique? Je crois que, d'abord je suis toujours surpris quand on parle au nom de l'opinion publique. Hein. Il y a un certain nombre de gens, tout dépend où on se situe, il y a un certain nombre de gens qui perdent effectivement un avantage de proximité immédiate, notamment dans le Sud-Loire. Donc il faut effectivement qu'on parle des accès. Mais il y a surtout beaucoup de gens qui ne voient pas aujourd'hui à quel point le développement sur Nantes-Atlantique a été considérable. Or, aujourd'hui, entre le périphérique à un bout de la piste et le lac de Grandlieu de l'autre côté, il n'y a pas d'extension possible de la piste. Tout le monde sait bien qu'aujourd'hui, les avions, pour développer la rayon d'action, vont devoir demander une extension de piste d'une part, et la densification du trafic va rendre impossible les survols de la ville nantaise à un taux acceptable. Donc on est absolument obligé d'y passer. Mais ces arguments n'ont pas été entendus, ou pas suffisamment en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Je crois que fondamentalement, il y a un problème de communication en tout cas. Moi je crois que c'est toujours très difficile de parler de l'avenir en restant crédible. C'est toujours très difficile parce que c'est tellement plus facile de faire de la démagogie à court terme. Et le fond du sujet, il est bien là. C'est qu'on a un moment besoin de travailler à du long terme. Et là, je pèse mes mots. Tout acte politique, économique, citoyen doit aussi un peu réfléchir à long terme. Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants ? Peut-être un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, on le verra. Autre actualité forte de ces derniers mois, c'est l'apparition de ces nouveaux services sur le web qui viennent concurrencer des activités traditionnelles. Alors, il y a eu l'épisode UberPop qui a mis les artisans taxis dans la rue. L'application qui permettait à des particuliers de jouer les chauffeurs a été suspendue au début de l'été sous la pression des professionnels et du gouvernement. Cette semaine, on l'a vu, ce sont les auto-écoles qui dénoncent les cours de conduite en ligne proposés par le site nantais Ornicar. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes plutôt du côté de la tradition ou du 2.0 ? Alors, honnêtement, il y a un moment, est-ce qu'on va accepter de parler de la vérité de ce monde qui bouge, y compris en France ? Le sujet qu'on a aujourd'hui, personne ne nie la mutation grâce au web, grâce au numérique de l'ensemble de notre société. Si on veut se mettre avec une ligne de marginalisation au niveau de la France, avec des systèmes protectionnistes, on n'y arrivera pas. Par contre, il n'est pas normal que notre système fiscal, notre système d'investissement n'intègre pas ce web 2.0. Et donc, il y a une vraie mutation de la politique fiscale française à trouver. Il y a une vraie mutation de l'environnement social à trouver pour éviter effectivement que des gens puissent jouer avec des règles différentes et effectivement concurrencer des gens qui ont des charges et qui payent leurs impôts. Ça, c'est le cas d'UberPop. C'est le cas d'UberPop. Ça peut être aussi le cas de d'autres activités. Qui était jugé illégal par le gouvernement. Oui, mais excusez-moi de le dire comme tel. Je veux bien qu'on le juge illégal. Le vrai sujet, il n'est pas là. Le web 2.0... le 3.0 demain va faire muter l'ensemble des systèmes. Le vrai sujet, c'est comment on aide nos entreprises, et on va parler de ça avec la troisième révolution industrielle, à pouvoir financer, accompagner cette mutation. Sinon, d'autres pays s'en occupent, et on aura des concurrents étrangers qui viendront un peu plus. Vous préférez parler de mutation que de crise ? Je crois profondément que celui qui ne parle que de crise aujourd'hui est au minimum un irresponsable, quel que soit son niveau. Il est évident qu'en 2009, la crise financière des subprimes a provoqué vraiment un effet systémique mondial. Mais le principal changement, c'est la numérisation, c'est la prise de conscience que la planète, aujourd'hui, a une finitude avec 9, enfin, c'est pas un bon mot, mais avec 7 milliards d'habitants, on va vers 9. Comment fait-on pour nourrir l'ensemble de cette planète ? Comment fait-on pour effectivement traiter la transition énergétique ? Comment fait-on pour traiter le mouvement écologique ? C'est une mutation majeure. Alors, de cette mutation ayant été question dans Tout Écho en décembre dernier, on regarde un extrait de l'émission et on en reparle tout de suite après. On le sait depuis longtemps, ça ne sert à rien de s'acharner, les ordinateurs ont gagné. Le numérique a envahi nos vies, on en trouve dans tous les secteurs d'activité, agriculture, énergie, transport, construction, santé. Merci de bien vouloir me laisser circuler. Internet allie objectif d'une 3e révolution industrielle en marche, selon l'américain Jeremy Rifkin. Aujourd'hui, tout le monde suit de près l'activité des entreprises du numérique, leurs innovations, qu'elles viennent des acteurs des télécoms, de l'informatique ou de l'électronique grand public, ou qu'elles viennent des nouveaux acteurs du web, type Google ou Facebook. Le mouvement est lancé, la France ne veut pas rater le train, les Pays de la Loire non plus. La filière numérique dans la région, c'est plus de 32 000 emplois, dont presque les 2/3 dans la seule métropole nantaise. Un marché de 2 milliards d'euros. Nantes vient même d'obtenir du gouvernement le label French Tech, la promesse d'être titulaire dans l'équipe de France du numérique et de goûter à un fonds de soutien de 215 millions d'euros. En
ligne de mire la création de 10 000 emplois nouveaux d'ici 10 ans. On parle de troisième révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est la digitalisation de toutes les entreprises et de tous les métiers. On assiste aujourd'hui à une transformation de ces métiers avec un accompagnement du numérique et une présence du numérique dans tous ces métiers. Donc on a besoin de compétences aujourd'hui et de nouvelles compétences. Et si ce n'est pas les entreprises de la région qui les créent, ce sont d'autres entreprises qui viendront s'installer ou se créer. Donc c'est 10 000 emplois, y compris des entreprises qui ne sont pas du secteur du numérique, mais qui embaucheront demain des informaticiens, des développeurs. C'est ça que vous dites? Oui, absolument. Les nouveautés, les usages, on a parlé d'usages. Les nouveaux usages sont très nombreux. Ils sont de plus en plus présents au quotidien auprès de l'ensemble des acteurs, particuliers et entreprises. Et cette présence du numérique dans tous les usages du quotidien fait que demain, on a devant nous un potentiel énorme. Bruno Delarose, on l'a entendu dans cet extrait, hein, Philippe Oléron, patron de Sigma, une grosse entreprise informatique nantaise. Une troisième révolution industrielle serait en marche. Oui, tout à fait. Vous en êtes convaincu aujourd'hui? Alors non seulement nous, oui, tout à fait. C'est une théorie défendue par l'essayiste Jérémy Rifkin, l'américain. Après l'évolution de la machine à vapeur, de l'électrification et du pétrole, nous serions entrés dans une nouvelle ère avec la fin annoncée des énergies fossiles. Selon Rifkin, la convergence d'Internet et des énergies renouvelables va permettre de nouveaux modes de production et de distribution, une nouvelle croissance plus verte, plus coopérative. Vous voulez faire d'IDEA un acteur majeur de cette troisième révolution industrielle. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, effectivement, les idées qui sont défendues par Rifkin, mais pas que Rifkin, hein, tout le monde, hein, Bertrand Piccard, Toffler, etc. Tout le monde, peut-être pas tout le monde. Mais de plus en plus de monde. Et contestée par un certain nombre de chercheurs aussi. Pas vraiment contesté. Ce que l'on dit simplement, c'est qu'on va pondérer, on va dire quel est le rythme, quels sont les acteurs qui vont plus jouer. Bon, c'est un sujet sur lequel on peut faire des paris. Nous, ce qu'on dit en Pays de Loire, on appelle ça la troisième révolution industrielle et agricole, parce qu'on considère que les territoires du Grand Ouest sont en train de muter, et le monde agricole est en train de muter de façon considérable en intégrant le numérique. On l'a vu dans votre reportage. Ce qu'on dit en Pays de Loire, c'est que si on est capable de faire en sorte que les acteurs, que ce soit les start-up qu'on a vu tout à l'heure, des entreprises de taille intermédiaire ou des grands groupes, investissent en Pays de Loire pour se préparer à l'avenir, devenir plus numériques, plus digitaux, c'est l'expression consacrée, eh bien, ils seront plus performants sur leur marché. Et vous, comment vous faites chez IDEA pour être plus digital? Eh bien, c'est justement toute la question. Chez IDEA, nous avons donc réfléchi à ce sujet en disant, je vous l'ai dit tout à l'heure, investissons plutôt sur les règles du jeu qui vont permettre de développer de la valeur ajoutée dans le futur. Et il faut développer de l'agilité, je vous l'évoquais, il faut développer de l'innovation. Alors, on a travaillé sur tous les sujets. On a plutôt lancé chez IDEA, pour être très concret, des concours d'innovation avec des drones, des exosquelettes, des cobots, des robots. On a lancé aussi des concours d'idées. On essaye tout. On dit tout essayer, le mot est présomptueux. Non, on essaye tout. Pourquoi? Parce que quand on parle d'une entreprise libérée, ce qui est une coopérative comme IDEA, c'est vraiment la réalité aujourd'hui de voir que le changement doit être en proximité de nos clients. Il faut que chacun des interlocuteurs de nos clients puisse dire, dis donc la petite idée là intéressante que tu as, comment on la travaille. Je vais vous prendre un exemple très précis. Et vous avez le temps pour faire tout ça, pour essayer ces robots, ces drones, sans gêner la production, le travail quotidien? Vous savez, aujourd'hui, quand on rend les gens acteurs, où que ce soit, c'est quand même beaucoup plus excitant que quand on leur dit « votre travail est menacé ». Or, c'est ça le fond du sujet. C'est qu'aujourd'hui, à l'occasion de la révolution industrielle qu'on évoque, on va permettre à chacun des acteurs, en proximité terrain, de dire « Tiens, est-ce que tu n'as pas une idée qu'on peut creuser ?» Je vais prendre un exemple. On travaille pour MAN, qui fait des gros moteurs à Saint-Nazaire. Vous savez qu'à Saint-Nazaire, on fait MAN Diesel, oui. MAN Diesel. Eh bien, on fait des bâches pour MAN Diesel pour protéger ces moteurs, qui sont très importants et qui coûtent très cher. Eh bien, on a mis en place un système de surveillance avec une start-up, de pilotage par tablette de drones qui permettent, après chaque tempête, il y en a quelques-unes de temps en temps, de voir si la protection est assurée. C'est beaucoup moins dangereux que quelqu'un qui est monté sur une échelle ou une nacelle. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins cher pour le client. Voilà un exemple très concret. Et cette mutation dont vous parlez, cet exemple, ça va créer des emplois ou au contraire, certains craignent que ça en détruise? Alors c'est comme toujours, on ne parle pas des mêmes emplois. Très honnêtement, il y a des emplois qui sont détruits. Mais on le sait tous, l'autonomisation, le développement de la productivité est constante depuis la première révolution industrielle, il y a des emplois détruits. Puis il y en a d'autres qui se créent.
Je rappelle quand même 2 chiffres. Après, c'est de pouvoir faire passer les gens d'un emploi à un autre. Et ça, c'est Oui. pas toujours facile. Oui, mais Aujourd'hui rappelle... en France, en tout cas. Je suis d'accord avec vous, mais je rappelle comme 2 chiffres parce que les gens l'oublient. Tout le monde a du sang paysan dans ses veines, dit-on. Et on oublie une chose, c'est qu'il y a 1 siècle et demi, 97% de la population était agriculteur, paysan. Aujourd'hui, c'est plus que 3,5% de la population. Donc, le rythme est en train de s'accélérer, mais tout le monde doit muter. Par contre, la vraie question, c'est celle que vous évoquez. C'est comment on forme les gens à être employables. L'employabilité dans l'entreprise est un sujet majeur. Comment on aide les gens à être nouveaux, à utiliser de nouvelles technologies. Nos chauffeurs de camions, pour être très concret, sont aujourd'hui avec des GPS, ils sont dans des liens en ligne et demain, ils auront des Google Trucks. Daimler vient de sortir les premiers camions sans chauffeur dans le Nevada. Donc, qu'est-ce qu'ils vont devenir, vos Eh chauffeurs? bien justement, la question c'est, est-ce qu'ils sont capables de développer de nouvelles valeurs, autres que celles de la conduite? Et au nom de la sécurité, pour éviter les accidents, je peux vous dire que ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire la connexion informatique des objets entre eux, va devoir prendre le pas sur un certain nombre d'initiatives humaines, qu'on le veuille ou non. Regardez les grands accidents d'avion qui ont pu avoir lieu. Regardez les accidents de train qui ont pu avoir lieu, notamment en Espagne. À chaque fois, pas chaque fois, mais souvent, c'est un problème humain. Donc le sujet n'est pas de remplacer l'homme par la machine. C'est un peu inquiétant ce que vous dites. Ce que vous dites, erreur humaine, donc on va supprimer l'humain des services. Je ne dis pas qu'on va le supprimer, je dis qu'on va remettre l'homme à sa place, qui est la conception, la réflexion, la surveillance des sujets. Mais on ne peut pas demander à l'homme de s'épuiser à faire des interventions à faible valeur ajoutée en permanence. On va essayer d'automatiser un certain nombre de choses. Tout le monde est d'accord pour dire, par exemple, que dans les usines agroalimentaires, l'automatisation est une bonne chose, ne serait-ce que pour ce qu'on appelle les TMS, les troubles moyens squelettiques. Alors, vous êtes allé pour renforcer vos convictions. Vous avez emmené votre comité de direction, tout votre comité de direction récemment à San Francisco, dans la Silicon Valley, la vallée de Google, Apple et Facebook, oui. Pour aller chercher des idées. Vous avez trouvé quoi? Alors d'abord, c'est un projet long, hein, c'est pas que C'est une lubie de patron, ça Ah non, alors, vous savez, ce qui est assez extraordinaire, quand on demande aujourd'hui, quand on demande à un patron ce qu'il faut avoir, tout le monde nous dit il faut avoir une vision. Vous savez très bien que des patrons qui n'ont pas de vision à plus long terme, c'est un peu embêtant quand même. Un peu de courage, un peu de cohérence. On ne peut pas dire qu'il y a une révolution numérique, on ne peut pas dire qu'il y a une évolution des technologies, des modes de fonctionnement collaboratifs, sans aller voir ce qui se passe en Silicon Valley. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Silicon Valley est quand même l'un des terrains de jeu privilégiés des nouveaux modes de fonctionnement. Le sujet n'est pas de les copier. Le sujet, c'est de s'inspirer d'un certain nombre de fonctionnements pour que nous aussi, on soit plus collaboratifs avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec notre écosystème. Nous sommes également allés en Silicon Valley avec le conseil d'administration de l'IRT Jules Verne. Nous sommes également allés en Silicon Valley avec nos gros clients industriels. Alors, plus collaboratif avec vos clients, vos fournisseurs, peut-être plus collaboratif aussi avec vos salariés. Vous défendez, je crois, au sein d'IDEA, une politique ressources humaines plus respectueuse de votre personnel. Vous avez parlé tout à l'heure de formation. On parle alors de management participatif. C'était le thème du premier numéro de Tout Éco il y a un an. Je vous propose de regarder cet extrait. C'est bien sur le management participatif. Le management participatif, il n'est pas nouveau. On a vu apparaître le management participatif dans les années 40, 50, les équipes autonomes dans les années 70 et toute la vague de management participatif dans les années 82. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, plus qu'hier, ce management participatif, il est important pour assurer le renouvellement économique des entreprises et pour permettre à ces entreprises d'être plus agiles. Mais les organisations pyramidales, très conventionnelles, avec du commandement, des contrôles, rassurez-moi, ça n'a pas disparu. Non, les entreprises pyramidales... La majorité aujourd'hui des salariés vivent ce type d'organisation. Très clairement, les entreprises pyramidales dites commandement-contrôle n'ont pas disparu. Je ne pense pas personnellement qu'elles vont disparaître à très court terme. En revanche, ce qui est certain, c'est que ces entreprises pyramidales, elles ont 2 problèmes. Le premier, c'est qu'elles sont coûteuses. Il faut des managers pour contrôler le travail de d'autres personnes et d'autres managers qui contrôlent le travail des managers. Elles sont également peu flexibles. Elles pâtissent d'une forme de rigidité qui, dans ces environnements actuels extrêmement changeants, sont particulièrement problématiques. Alors, autre constat sur l'état de ces entreprises, c'est l'engagement des salariés français au travail. Selon une étude de l'Institut Gallup de 2012, seuls 9% des salariés en France seraient engagés, c'est-à-dire impliqués, épanouis dans leur entreprise. 65% travailleraient dans une relative neutralité. Ils font leur job, mais
pas plus motivé que ça. Pire, il y aurait 26% de salariés activement désengagés. Ils ont une vision négative de leur entreprise et sont même contre-productifs. Alors, je me tourne vers Jérôme Jambu et Pascaline Néon. Vous, chez Chronoflex, 250 salariés, vous êtes spécialiste du dépannage de flexibles, notamment pour le BTP et l'industrie. Ça se passe comment? Est-ce que vos salariés sont engagés? Alors, je vais prendre la parole et je laisserai ensuite Pascaline donner un peu plus de détails sur ce qui se passe tous les jours dans notre entreprise. Ce qui est important, c'est qu'on a engagé cette démarche il y a à peu près 3 ans. Cette démarche, on l'a engagée suite à une crise de 2009. Et il nous semblait important de casser tous ces managements intermédiaires, de casser toute cette pyramide hiérarchique. Aujourd'hui, je suis le pilote de cette flotte, de cette flottille de près de 250 personnes. L'objectif, elle est simple, c'est de se dire être le plus proche de nos opérationnels, être le plus proche de ceux qui dégagent de la valeur ajoutée. Et puis Pascaline, qui a 12 ans d'expérience dans l'entreprise, pourrait vous parler de tout ce qu'elle a vécu depuis 3 ans, qui a été une vraie révolution dans son travail du quotidien. Pascaline, vous vous sentez engagée chez Chronoflex aujourd'hui, plus qu'hier peut-être ? Complètement. Je pense que je fais partie des engagés au sein de Chronoflex. Engagé pour nous veut dire qu'on nous donne la possibilité de nous exprimer, de nous impliquer. Pour moi, en fait, la libération, ça a été une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que j'ai pu faire mon travail, parce que bien évidemment, on fait toujours notre travail, mais j'ai pu participer à tout ce qui pouvait se passer au sein de Chronoflex. En tant qu'enseignant-chercheur, quand on fait des entretiens avec des salariés de tout type de structure, ce qu'on se rend compte, c'est que les salariés, fondamentalement, sont engagés et ont envie de contribuer à l'entreprise. Encore faut-il que l'entreprise leur donne les moyens de contribuer. Très clairement, on a des salariés qui nous disent « je veux avoir de l'autonomie, je veux pouvoir développer des compétences et maîtriser de nouvelles compétences. Et voilà, je veux pouvoir influencer le devenir de l'organisation. » Retour au 32e étage de la Tour Bretagne, au bar du Nid, avec notre invité Bruno Hugues Delarose, PDG du logisticien IDEA à Montoire de Bretagne, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1000 collaborateurs. Vous êtes également président de la CCI des Pays de la Loire. On vient de l'entendre dans cet extrait d'un tout écho de l'année dernière. Les salariés demandent plus d'autonomie, plus de formation aussi pour être mieux impliqués dans le devenir de leur entreprise. C'est la vision, votre vision managériale également, ou vous êtes encore sur un modèle très pyramidal chez IDEA ? Alors, non, c'est tout à fait notre vision. Je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise libérée est un sujet qui est aujourd'hui... Une vision minoritaire encore, hein, vous en conviendrez. Je ne suis pas sûr. Si on va dans le monde des startups, par exemple... Des entreprises comme celles qu'on a vues, Chronoflex ou IMA Technologies, il n'y en a pas beaucoup sur la place nantaise. Eh bien, écoutez, moi, j'en suis pas convaincu. Je suis frappé, en tant que président de la Chambre de commerce, cette fois-ci, régionale, de voir le nombre d'initiatives. Nous avons fait les états généraux de la 3e révolution industrielle agricole à Angers l'année dernière. Il y avait 1000 entrepreneurs qui étaient sur cette démarche-là. Tout le monde n'est pas au même degré de maturité, je suis d'accord. Chez nous, chez IDEA, on va beaucoup plus loin. On favorise même la création d'entreprises par des collaborateurs de l'entreprise. On a des lieux de créativité comme l'Open IDEA, qui est un lieu de créativité assez fort, à la fois mélangeant du ludique et des capacités de travail. On favorise tout à fait l'expérimentation. Il y a une seule chose qui est absolument claire, c'est que la première valeur d'entreprise, c'est co-entreprendre. C'est vrai depuis 20 ans. Et co-entreprendre veut dire qu'à un moment, on considère que chaque acteur d'entreprise est capable de prendre une prise de risque. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés sont totalement autonomes ou il reste encore des niveaux intermédiaires d'encadrement? Alors, il faut être très concret aussi. Il y a des endroits où, pour des questions de sécurité, de normes, on ne peut pas imaginer que chacun fait complètement ce qu'il veut. C'est évident. Quand vous êtes, par exemple, sur un port, vous avez des contraintes de sécurité compte tenu de la nature des engins qui circulent, des bateaux, etc. Quand vous travaillez dans l'aviation, vous êtes obligé aussi, enfin pour Airbus, vous êtes obligé aussi de respecter un certain nombre de contraintes. Quand je dis des contraintes, ce n'est pas les contraintes, c'est la protection des personnes dont il s'agit et des biens. En revanche, dans la façon d'appréhender le service, dans la façon d'améliorer le fonctionnement, alors là, oui, on est complètement libéré. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, je sais pas, votre sondage Gallup, là, il m'a donné mal à la tête. Nous, ce qui est très intéressant, c'est que nous, on a un baromètre social chez nous, et on a près de 80% des gens qui disent qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'autonomie qu'avant. Et plus d'autonomie, ça veut dire aussi plus de salaire, non? C'est pas forcément plus de salaire. La première chose que veulent les gens, c'est plus de visibilité, de considération, et ils sont contents d'avoir des revenus durables. Et aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise qui dit depuis 100 ans, je gagne de l'argent pour investir et créer de nouvelles activités, j'investis dans votre employabilité, on est solidaire de ce qui existe autour, et notamment du handicap, eh bien les gens se disent, humainement, je suis plutôt fier d'être dans une entreprise comme celle-là, qui investit pour l'avenir,
plutôt de quelqu'un qui, effectivement, coupe le blé en herbe. Et très objectivement, on essaye bien évidemment de donner aussi des rémunérations variables qui soient effectivement plus intéressantes que dans d'autres endroits. Mais si on ne crée pas de résultat, on ne peut pas la donner. Donc l'objectif numéro 1, c'est de créer un résultat en étant nouveau, discriminant, différent de nos concurrents. Et bien évidemment, tout ceci grâce à des valeurs humaines dans le groupe très très poussées. Et c'est un atout pour recruter justement ? Oui, oui, c'est un atout. C'est un atout surtout pour garder les gens. Parce que recruter est une chose. Mais ce qui est plus important, c'est de faire confiance dans la durée aux gens. Si les gens ne se sentent pas bien pour prendre des risques, ils vont chercher à faire du court terme. C'est vrai partout, en politique, en économie, dans l'entreprise. Or, l'entreprise, avant toute chose, a besoin de pouvoir donner aux gens un engagement gagnant-gagnant dans la durée. Alors, on est là un peu dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises, n'est-ce pas, hein, la fameuse RSE, c'est d'ailleurs un des axes de développement du groupe IDEA. Vous voyez ce qu'en disaient nos invités lors d'un tout écho consacré à cette question, c'était en février dernier. Toutes les entreprises dans notre territoire font de la RSE, pas toutes au même niveau, évidemment. Elles n'en sont pas toutes conscientes. Mais aujourd'hui, nous, avec des mots simples, on leur explique ce que c'est que la performance économique, que le social, que le sociétal, que l'environnemental, que la gouvernance. Ça, c'est des mots qui les touchent. Ça, c'est des mots qu'ils comprennent. Quand vous posez la question de savoir si une entreprise est responsable ou pas, enfin en démarche RSE ou pas, souvent, l'indicateur, c'est le discours du dirigeant. S'il est impliqué et s'il sait de quoi il parle, en général, vous avez plutôt une forte propension à penser qu'ils sont engagés. Si ce n'est pas le cas, c'est plus difficile. Parce que responsable, ça veut dire quelque chose. Donc les entreprises responsables, des entrepreneurs responsables, des salariés responsables, des parties prenantes en général responsables, ça veut bien dire qu'il y a une notion d'implication, d'effort, d'objectif et de valeur. J'ai démarré cette démarche en tant qu'entrepreneur et patron de ma boîte. J'ai investi 20 à 30% de ma marge nette pendant 5 ans. Ça, c'est mon investissement en démarche RSE. Le résultat des courses, j'ai quadruplé mon chiffre d'affaires. Je suis en croissance de 40 à 60% par an. Je peux en parler en toute fierté. Et je n'ai pas eu l'impression de faire une recherche de profit pour le profit. Il y a aussi un enjeu business, c'est-à-dire que d'abord, il y a une obligation, à un moment donné, pour les entreprises de produire des rapports RSE. Alors, pas que pour les entreprises cotées. Demain, c'est beaucoup d'entreprises, au-delà d'un certain chiffre d'affaires, au-delà d'un effectif. On peut imaginer que demain, les distributions ou la distribution en France exigera aussi de ses fournisseurs une labellisation, entre guillemets, RSE. Ce n'est pas quelque chose qui est évident et peut-être parfois certaines entreprises pensent que ce n'est pas encore une urgence actuelle compte tenu du contexte économique notamment et pensent qu'ils peuvent encore attendre avant de mettre en place une telle démarche. Mais à mon avis, elles ont tort parce que de plus en plus, effectivement, on voit qu'il y a un lien positif entre l'engagement dans la RSE et la compétitivité de l'entreprise et ce sera dommage de s'en priver. Aujourd'hui, les banques sont très attentives aux projets RSE que vous avez quand vous leur demandez des sources de financement, notamment sur vos projets d'investissement. Donc, elles ont aussi cette sensibilité-là. C'est quelque chose qui va modifier l'entreprise de demain. Je dirais encore plus loin de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce n'est pas uniquement un facteur de compétitivité, mais on a la conviction assez profonde que demain, une entreprise qui ne saura pas mener une démarche RSE, elle va tout simplement disparaître parce que les différentes parties prenantes ne vont plus la suivre. Bruno Hugues de la Rose, vous êtes d'accord avec cette affirmation aujourd'hui, une entreprise doit être RSE sous peine de disparition. C'est le message que vous faites passer aux entreprises en tant que président de la CCI Pays de la Loire ? Oui, 100% d'accord avec une petite précision. Première chose, alors IDEA à ce sujet fait également partie des dirigeants responsables de l'Ouest. C'est un mouvement qui a été créé il y a quelque temps et qui est en train vraiment de s'incrémenter des bonnes pratiques. Bon. Nous sommes également certifiés, ISO 26000 au niveau 3, confirmé. C'est sans doute la seule entreprise logistique de France à ce niveau-là. C'est une certification RSE. C'est une démarche RSE. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la certification. Ce qui est intéressant, c'est de dire finalement, est-ce qu'on est capable de faire mieux notre métier, respect des personnels, respect des clients, respect des fournisseurs, respect de l'environnement, respect de l'écosystème. Et puis, ça, c'est la première phase. Mais la deuxième phase, celle dans laquelle IDEA est en train de s'engager, c'est de dire est-ce qu'on est capable plutôt de faire des choix sur des énergies renouvelables différentes. On a beaucoup investi dans le photovoltaïque et on est en train de réfléchir au biogaz. Est-ce qu'on est capable de faire des nouveaux marchés de demain, notamment les supply chains, ce qu'on appelle la logistique des énergies marines renouvelables. Est-ce qu'on est capable demain
d'avoir des camions qui sont beaucoup moins polluants. Et c'est des investissements comme ça, très concrets, qui sont en train de faire des véritables ruptures entre les différentes chaînes logistiques. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises prétendent être responsables. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de greenwashing dans tout ça? Comment le citoyen peut être persuadé que ces grandes entreprises respectent bien leurs engagements? Alors, le sujet principal, c'est... Parce que vous avez cette responsabilité-là aussi vis-à-vis de la société. Oui, alors, je crois qu'avant tout, la première responsabilité d'une entreprise, c'est de faire en sorte qu'on continue de créer une activité en France. Hein, ne l'oublions pas. Hein. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier ça, parce que si une entreprise n'existe pas, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas d'impôt pour payer un certain nombre de choses, et il n'y a pas d'emploi créé. Par contre, ce qui compte, c'est la façon dont elle le fait. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est en train de réfléchir. Elle est capable de le prouver aussi. Elle est capable de le prouver. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir si dans leur cœur de métier, les entreprises sont en train de faire des investissements différents des autres. Et ça dépend de chaque entreprise. Mais aujourd'hui, il y a des évolutions très majeures. Nous sommes en train de faire des investissements tout à fait différents de celles de nos concurrents. Et vous serez transparent sur ces résultats. Nous le sommes déjà. Vous le êtes déjà, vous, oui. Au niveau de... Hein, les médias peuvent venir voir ce qui se passe chez vous, non etc. seulement ils peuvent venir, ils sont vraiment invités à venir et à parler avec différents acteurs en fonction de leur domaine d'activité. Est-ce que la RSE est un levier de croissance pour vous? Oui, Est-ce que vous avez pu le mesurer concrètement, dire c'est tant de notre chiffre d'affaires? Non, alors moi ce que je pense, mais c'est une conviction, c'est que, et il faudrait le prouver, c'est que dans nous, IDEA, nous avons envie que dans 10 ans, 35% de notre chiffre d'affaires viennent de ces nouveaux services dus à la troisième révolution industrielle agricole, c'est-à-dire la reverse logistique, c'est-à-dire la logistique des matériaux de seconde vie, la création de la logistique sur les énergies nouvelles, la création des activités qui vont prendre soin des hommes et des femmes qui travaillent dans l'entreprise et chez nos clients également. Nous pensons, et c'est un pari que nous faisons, nous investissons beaucoup dans ce sujet-là, y compris dans l'économie numérique. Nous pensons, je pense notamment aux robots, aux exosquelettes qui pourraient soulager les efforts humains. Nous pensons que c'est un sujet de croissance considérable. Ça sera sans doute un investissement lourd, mais IDEA a vraiment une volonté d'être parmi les premiers en France, voire en Europe, à investir durablement sur cet aspect. Alors, merci pour toutes ces précisions, Bruno Auque-Delarose. Je voulais parler à présent d'un sujet qui nous concerne tous aujourd'hui. C'est la situation du chômage en France. 3,5 millions de chômeurs. En Pays de la Loire aussi, même si le taux de chômage y est l'un des plus faibles du pays. Le nombre de demandeurs d'emploi y a augmenté de près de 5% en un an. Dans une récente interview, vous regrettiez que la France soit l'un des pays au monde où la crainte du futur et le scepticisme sont omniprésents. Est-ce que le président de la République et le gouvernement vous offrent les conditions en tant qu'entrepreneur d'être optimiste malgré ce chômage massif? Alors, le sujet principal, ce n'est pas un sujet de politique. Le sujet principal... Un petit peu quand même. Non, mais je vais aller plus loin, c'est un sujet de choix de société. Est-ce qu'aujourd'hui, et de droite comme de gauche, c'est un vrai sujet? Alors après, effectivement, on peut regretter telle ou telle mesure. Mais est-ce qu'à un moment, on se dit qu'il y a la chance de ceux qui sont en CDI, protégés, et on a 25% des jeunes au chômage? On a ceux qui sont exclus et ceux qui sont dedans. Ceux qui sont dedans, on les protège complètement. Vous voulez revoir le contrat de travail? Bien sûr qu'il faut revoir un contrat de travail unique. Le contrat de travail unique me semble une chose vraiment à regarder de près. Mais avant tout, ce qui me semble très important, c'est de permettre à des jeunes d'être employables avec des éléments très concrets qu'attendent les entreprises. C'est le retour du CPE? Pas du tout. C'est beaucoup plus important que ça, parce que quand je dis pas du tout, parce que le CPE a été forcément très diabolisé, et le CPE est un signe politique. Ce qui est important, c'est que les entrepreneurs, c'est pour ça que j'insiste en disant pas du tout, aient confiance dans les jeunes, dans leur pays, avec une visibilité à long terme. Or, aujourd'hui, et c'est ça que je reprocherai aux politiques, c'est que la lisibilité sur long terme n'est pas donnée. On s'étonne quand on dit au bout de 2 ans... Il y a eu des signes favorables pour vous donner cette confiance, le pacte de responsabilité. Enfin, je rappelle que le pacte de responsabilité, et encore une fois, je rappelle que le pacte de responsabilité, ça a été 20 milliards, mais qu'on en avait prélevé 40 sur la même période. Bon, donc on a une façon dire que les entrepreneurs ne cessent de se plaindre. Attendez, je ne me plains pas du tout, c'est vous qui me posez la question. Moi, il y a eu un geste du gouvernement qui a été salué aussi par une partie du patronat. Je pense que si je viens vous prendre 100 euros dans votre poche et j'en vous en rends 50, vous direz, bon, c'est mieux que si vous avez gardé les 100, mais vous n'allez pas me dire que c'est génialement généreux. Bon. Non, le vrai sujet, c'est pas ça. Le vrai sujet, c'est qu'on arrête ce discours en disant c'est un cadeau aux entrepreneurs, c'est pas vrai. Le vrai sujet, c'est qu'il faut qu'on donne aux entrepreneurs l'envie d'investir en France.
avec une visibilité à long terme. Et la visibilité sur les marchés est très difficile. Alors si en plus on a l'impression que l'équipe de France, qui est constituée et des gouvernants, et des entrepreneurs, et des collaborateurs des entreprises, n'a pas une confiance dans cette capacité sur les marchés mondiaux, on aura un mal fou à y aller. Mais reconnaissez quand même qu'on a eu l'impression ces derniers temps que les entrepreneurs ne jouaient pas totalement le jeu. Voilà, pacte de responsabilité, on attendait que les entreprises embauchent davantage, ça n'a pas été le cas. Bah, excusez-moi, je vais ramener ça à IDEA. On a créé 1000 emplois, sans bruit, pas tout à fait 1000, c'est pas vrai, 960. Vous êtes l'exception en qui 15 confirme la ans. règle. Non, personne, tout le monde s'en fiche. Par contre, si vous fermez une usine avec 200 personnes, là, tout le monde en parle. Pourquoi? Après, il y a la réalité du chiffre du chômage. Non, mais ils sont là. Oui, mais indépendamment de ça, c'est-à-dire que la question de fond, c'est comment fait-on pour favoriser la création d'emplois? Franchement, hein, les forêts qui poussent ne font pas de bruit. Il y a aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure du numérique, il y a aujourd'hui des créations d'emplois considérables dans le numérique. Évidemment, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de salariés. C'est des modèles encore nouveaux. Mais tout ceci va créer de la valeur. Moi, je voudrais que ça soit en France. Et pour que ça soit en France, il faut donner de la visibilité. Je ne dis pas que le gouvernement a toutes les responsabilités sur le chômage. Je n'ai jamais dit ça. Je vous dis que quand on dépense plus d'argent que ce qu'on arrive à épargner à la fin de l'histoire, ça ne crée pas d'activité. Or, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet économique. Il y a un moment où la France a plus de dépenses publiques, plus de dépenses de fonctionnement que d'autres pays. Et il y a un moment, du coup, ça coûte trop cher. Ça, c'est du côté effectivement des dépenses publiques. Après, du côté de l'économique, vous êtes favorable, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, un contrat unique, éventuellement. Moi, je suis favorable à tout ce qui est dans la visibilité. Je voudrais saluer l'effort gouvernemental sur plusieurs gouvernements du crédit d'impôt recherche, qui est vraiment un atout français. Il faut le garder. Je suis favorable à une évolution du contrat de travail. Et attention, ce n'est pas pour que les gens soient fragilisés au terme. Quand ils perdent éventuellement leur job, si l'entreprise doit s'adapter, il faut qu'ils soient bien traités socialement. Dégraisser le code du travail? Ce n'est pas le dégraisser, c'est le rendre cohérent avec l'évolution actuelle de nos technologies, de la culture mondiale qu'on peut avoir. Ce n'est pas payer les gens pas cher. Arrêtons de dire ça. C'est de dire simplement l'entreprise doit s'adapter pour avoir toujours envie de créer de la richesse en France. Alors on arrive bientôt à la fin de cette émission. Je voulais vous proposer, Bruno Delarose, un dernier extrait tiré d'un numéro de Tout Écho. C'était en octobre dernier. Nous parlions à l'époque de transmission dans les entreprises familiales. On regarde. Organiser la transmission, on l'a bien vu dans les échanges, dans les reportages, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. La temporalité. C'est quoi? C'est 10 ans, 20 ans C'est aussi long que vous êtes vivant, on va dire. Dès le départ, il faut y penser. Dès le départ, il faut y penser. Au FBN, par exemple, on a des entreprises qui anticipent jusqu'à faire des visites d'entreprise aux petits-enfants. Donc, dès 5 ans, l'enfant va intégrer, va s'imprégner de la culture d'entreprise. C'est un peu ce qui s'est passé chez vous, monsieur Lecointe. Exactement. Les petits-enfants parlent déjà d'intégrer la société. Donc, c'est très intéressant de les voir parce qu'ils voient travailler leurs grands-parents, leurs parents, et ils s'intègrent parfaitement dans ce schéma. Mais pour rebondir sur ce que disait monsieur, c'est quelque chose de pas facile de transmettre. C'est cher, c'est pas anodin, et ça entraîne beaucoup de problématiques qui sont d'ordre fiscal, mais aussi... c'est très coûteux. Il est beaucoup plus facile de vendre à un étranger, par exemple, ou à une entreprise concurrente, parce que c'est un acte, c'est un chèque et c'est terminé. La volonté de rester dans la famille, de porter le nom, c'est très intéressant quand les enfants ont la niaque et la volonté. Parce qu'une entreprise se donne à ses enfants, elle ne se vend pas? Elle se donne, elle se vend, les deux. Les deux. Ça peut être un mix. Nous, on a procédé avec un mixte. Dans tous les cas, je pense qu'il faut anticiper en disant, en verbalisant, en énonçant très tôt. Il n'est jamais trop tôt pour commencer la transmission. Et en s'appuyant, alors là j'en viens à votre deuxième question, sur des cadres de gouvernance, c'est-à-dire créer des espaces où on peut parler de transmission à ses enfants, en dehors du repas familial le dimanche. Donc ça veut dire... On va éviter le repas familial, mais c'est quoi alors? C'est pas le conseil d'administration, c'est pas le conseil de surveillance, c'est quoi? Ça peut être le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, mais lorsque les enfants n'en font pas partie, parce qu'ils ne sont pas encore actionnaires,
il est bon de créer des instances ad hoc. Donc ça peut être un conseil de famille, un conseil d'actionnaires qui n'a pas de valeur juridique, mais qui permet de créer cet espace de dialogue où on aborde des questions clés, business, et où on ose parler à son père, à son frère, de façon professionnelle. Oui, parce que c'est des questions délicates et pas forcément faciles à aborder. Oui, c'est plus facile de donner un ordre ou de faire suivre une stratégie à un employé ou à un encadrement qu'à un enfant qui aura l'occasion de vous le faire savoir s'il n'est pas d'accord. À ce sujet de la transmission familiale. Et c'est un sujet qui vous touche particulièrement, Bruno Auque de la Rose, car c'est un petit peu votre histoire personnelle. Votre père était à la tête d'un groupe industriel textile du côté de Troyes, un groupe qui a éclaté en quelques années en raison d'une OPA hostile. Que s'est-il passé exactement à l'époque? C'était dans les années 80, c'est ça? Tout à fait. Non, enfin, je crois qu'effectivement, très simplement, l'entreprise était le leader du textile pour enfants européen et il avait vocation à devenir mondial. Il fallait donc beaucoup de ressources pour financer plusieurs choix, une industrialisation et l'internationalisation. Et il y a un moment, il y avait besoin de ressources financières complémentaires. Et donc, la question qui se pose dans ces cas-là, c'est de dire aux gens qui sont actionnaires, est-ce que vous êtes prêts à remettre encore de l'argent ou est-ce qu'on va sur le marché? Bon, en l'occurrence, ça a été un mixte. Et quand on va sur le marché et qu'il y a une valorisation du titre, eh bien, effectivement, il y a des gens qui peuvent vendre. Et donc, effectivement, l'unité familiale a été mise à mal par ça. C'est ce que j'avais évoqué avec vous. Cela étant, je crois que... Alors, moi, j'en veux pas au bout de 3 ou 4 générations. Les gens qui sont dans l'entreprise, Daniel Lecointe l'évoquait, qui sont dans l'entreprise, les enfants qui sont dans l'entreprise, la première génération, la deuxième génération, et qui restent impliquées avec l'entreprise après génération, évidemment, elles ont le virus de l'entreprise, si je puis dire, le virus au sens positif du terme. Ceux qui, malheureusement, ont quelques pouillèmes de l'entreprise, ils sont pénalisés par une fiscalité qui est complètement folle en France, ce qu'on appelle l'ISF, c'est-à-dire qu'on vous dit simplement, le fait que vous détiez telle partie de l'entreprise est valorisée à temps, donc vous devez en payer une partie tous les ans, même si vous n'avez pas de dividendes. Donc en gros, on demande aux actionnaires minoritaires de perdre de l'argent. Donc à un moment, ils vendent. Quelle leçon vous avez tirée en 10 secondes? Alors moi, en 10 secondes, ce que j'ai tiré, c'est qu'il fallait effectivement que je donne le goût d'entreprendre à l'ensemble des générations autour de nous, mais peut-être en acceptant que ce ne soit pas forcément une transmission. Si ça peut l'être, ça l'est. Ce n'est pas le cas chez nous, c'est une coopérative. Mais systématiquement, chacun de mes enfants, s'il veut entreprendre, entreprendra et je soutiendrai. Merci beaucoup Bruno Auque de la Rose d'avoir été notre invité sur ce Tout Éco saison 2. C'est la fin de ce numéro en partenariat avec Onencia. Merci encore une fois au NI de nous avoir accueillis ici au 32e étage de la Tour Bretagne. Merci à toute l'équipe en régie, Hélène, Cécile, Bertrand, Nicolas, Glenn, et sur le plateau, merci à Dany et Sam. Tout Éco à retrouver sur notre antenne et sur notre site telenord.com et nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. À bientôt. Tout Éco vous a été présenté par Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches en ligne et améliorer vos performances.